sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio. Vigilance, encore des décès liés au Covid-19, 2 nouveaux décès et 33 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, alors que les conséquences économiques de la pandémie entraînent une grève de 72 heures à l'hôtel Massa, c'est à Thiès. Le personnel est en mouvement à cause de ponctions sur les salaires et la réduction des horaires. Le directeur de l'hôtel évoque le Covid, mais propose des solutions. Et puis nous parlerons dans cette édition du 6e Forum international sur la finance islamique, forum qui se déroule aujourd'hui et demain à Dakar. Le thème de ce forum, Malaisie, Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'économie islamique. Des réactions à suivre dans cette édition. Comment se porte justement la microfinance islamique du Sénégal? Il y a une forte demande selon le directeur général de l'Institut Finance Islamique. Vous l'entendrez dans cette édition. Sayer Kébé, accusé d'apologie du terrorisme, souffre. Mobilité réduite, interné à l'hôpital psychiatrique de Fann. Une plateforme pour soutenir l'étudiant est mise en place. Les membres dénoncent un récent kidnapping et collectent des fonds pour la prise en charge. Et puis nous parlerons de la célébration ce 7 juin de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments. Le thème des aliments sains pour un avenir sain. La situation au Mali et puis à l'actualité internationale et la page sport avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous évoquerons le stade Lat Dior qui sera mis hors délestage demain. Des dispositions ont été prises pour un déroulement du match amical Sénégal-Cap-Vert, CAN de handball. Les Lions à Yaoundé depuis hier. Le Sénégal débute la compétition mercredi contre Madagascar. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition. Litige foncier à Dougar. Le référé des populations contre l'entreprise Peacock pour l'arrêt des travaux prévu ce lundi reporté. Le procès a été renvoyé au 21 juin pour plaidoirie. Les habitants ont déposé, on le rappelle, une plainte pour l'arrêt des travaux sur le site litigieux de 74 hectares. Une marche pacifique a mobilisé hier à Dougar, habitants et mouvements citoyens. 2 nouveaux décès liés au Covid-19 et 33 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures. 16 cas sont issus de la transmission communautaire, dont les 15 à Dakar, un cas enregistré à Matam. 266 patients sont encore sous traitement, 5 cas graves pris en charge. Hier dimanche, seules 292 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire. Au total, 464 542 personnes ont été vaccinées. Les autorités médicales qui rappellent à la nécessité de respecter les gestes barrières pour briser définitivement la chaîne de propagation de la pandémie. La pandémie qui a entraîné une grève de 72 heures à l'hôtel Massa de Thiès à cause des ponctions opérées sur les salaires et de la réduction des horaires de travail depuis l'avènement du Covid. Le personnel est en mouvement, des travailleurs qui ont d'ailleurs le soutien du syndicat de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal, Babacar Ndao. Les effets de la Covid-19 les ont poussés à dire stop après une année de négociations. 72 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété par le personnel de l'hôtel Massa de Thiès. Olive Florence Dionou, déléguée du personnel. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on a des difficultés avec notre patron. C'est-à-dire depuis le Covid, on ne travaille plus à la norme. Ça fait 1 an et demi. Avec le Covid, l'année passée en mars, et on nous a forcé des congés. Après, l'État avait déclaré une état d'urgence de 110%. Après, depuis lors, c'était pour 3 mois. Après les 3 mois, le patron lui-même nous fait travailler par heure, c'est-à-dire des jours de férié. Non, on travaille, si tu travailles le mois 12 jours, tu seras payé 6 jours normaux et les restes en heure, comme des journaliers, tandis qu'on a des contrats à durée indéterminée. Le syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration regrette le manque d'efforts de la direction et apporte son soutien aux grévistes. Issa Diaby est le secrétaire général du SINDOR. Le PV avait fixé un délai d'1 mois. On est resté 1 mois 10 jours sans qu'il ne réagisse. Après cela, nous sommes retournés à l'inspection du travail pour informer l'inspecteur. Ce dernier nous a reconvoqués là-bas, mais malheureusement le directeur ne veut plus parler de cette conciliation. Il dit qu'il est dans des difficultés, il veut se rattraper. Parce que pendant la Covid, pendant la résilience, il avait perdu de l'argent, il veut récupérer cet argent. Comme si les travailleurs aussi n'ont rien à rattraper. Alors que quand il y avait l'abondance, c'est lui, employeur, qui a en profité. Les salaires n'ont jamais augmenté pendant cette période.
Maintenant qu'il y a des difficultés, il veut récupérer ce qu'il a perdu pendant la Covid et les travailleurs pâtissent par rapport à cette situation. Ce que ces derniers aussi n'ont pas accepté. Ils m'ont ressollicité, je les ai dit, écoutez, comme maintenant on a un PV de non-conciliation, ce qui veut dire que l'employeur ne veut pas revenir sur sa décision. On va déposer un préavis de grève. Le mouvement d'humeur se poursuit et c'est jusqu'à quand la direction de Massa Massa peut-être pourrait répondre à la question. Babacar Ndao, Thiès sur FM. Babacar Ndao, justement, le directeur de l'hôtel Massa Massa reconnaît les difficultés liées au Covid-19. Il s'engage à trouver des solutions. Yannick Van Verdeyen au micro de Babacar Ndao. La raison de leur mécontentement, c'est pas difficile, c'est qu'elles voudraient être employées temps plein. Je ne sais pas si vous voyez vous-même, mais pas de clients. On essaye de bien faire depuis une année. C'est une petite structure. C'est pas des grands hôtels, il n'y a pas des grands moyens. Je suis revenu il y a 5 ans, 6 ans et demi du Pérou. On a retrouvé cet établissement dans un état un peu pitoyable. Donc on l'a relevé. Malheureusement, le Covid est arrivé. Pour l'ensemble de la planète, il n'y a pas que le Sénégal, il n'y a pas que Massa Massa. Je pense avoir respecté tous leurs droits mutuels, IPRES, sécurité sociale, enfin tout est. Et comme nous permet au départ, avec l'inspection du travail, il nous a bien précisé que c'était payé à 70%. Ça a duré 2 mois, je pense. Par la suite, M. Wab et Mme Maille m'ont bien dit que maintenant c'est à partir de temps partiel, donc des jours et des heures prestées. Donc il est évident qu'il y a des personnes ici, je prends le cas par exemple des dames qui font le nettoyage, elles travaillent temps plein, donc elles ont leur salaire temps plein. Le gardien qui est gardien, il fait son travail temps plein, donc il a un salaire temps plein. Les dames de la cuisine ou des serveuses, s'il n'y a pas de clients, malheureusement, on ne peut pas prendre tout le personnel et les faire travailler temps plein si je n'ai pas les moyens à disposition pour les payer. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à certaines que je les remerciais du sacrifice qu'elles avaient fait pour qu'on puisse continuer l'activité. Maintenant, je sais pertinemment aussi qu'il y a des personnes qui ont réellement besoin de travailler. Ça, je pense qu'on le verra par la suite. C'est déjà la 2e ou 3e fois qu'elles me font, on va dire, pas la menace, mais il y a la déclaration de dire qu'elles vont aller se mettre en grève. Donc je dis, écoutez, c'est votre droit. Mais elles n'ont pas été cette fois-ci, elles ont été sans même me prévenir. Je pense que la moindre des choses, c'était de me dire la veille, vous n'y êtes pas. Vous n'avez pas reçu le préavis déposé? Si, il y a 3 semaines donc. Ah, ok. Mais venir hier pour venir toucher son solde et ne rien dire à monsieur, bon, enfin, pour moi, c'est pas grave, je vais le faire, ma foi, c'est tout. Les précisions du directeur de l'hôtel Massa Massa où le personnel est en grève depuis ce matin, une grève de 72 heures pour dénoncer les ponctions opérées sur les salaires et la réduction des horaires, des difficultés liées à la pandémie du coronavirus qui touche énormément le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. 6e forum international sur la finance islamique. La rencontre se déroule à Dakar aujourd'hui et demain. Malaisie et Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'économie islamique. C'est le thème de ce forum qui doit permettre aux pays africains de saisir les opportunités offertes par l'expertise malaisienne dans la promotion de la microfinance islamique, explique Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances, au micro d'Aïssatou Gueiba. Selon le rapport annuel 2020 de Islamic Financial Services Board, le volume des actifs financiers islamiques à travers le monde se chiffre à 2438,6 milliards de dollars, je dis bien dollars, dont 11,1% des actifs financiers islamiques sont détenus par la Malaisie, bien sûr, derrière l'Iran 28,6% et l'Arabie saoudite 24,9%. En outre, la Malaisie abrite les meilleurs instituts de formation à l'image de l'International Center for Education and Islamic Finance et des organes de régulation de la finance islamique de renommée mondiale, à l'image de Islamic Financial Services Board, dont le département est membre depuis 2008. Au-delà de l'expérience et de l'expertise malaisienne, il est constant que la finance islamique s'est positionnée comme le segment de l'industrie financière la plus innovante et la plus dynamique du XXIe siècle, au moment où le système financier international est bouleversé par une série de crises. Cette industrie a fini d'affirmer son leadership dans beaucoup de pays asiatiques et du Moyen-Orient. Les expériences vécues sur le continent africain nous renseignent aussi que certains pays cessaient à cette finance en privilégiant une démarche pragmatique d'optimisation des opportunités s'offrant à eux, pendant que d'autres définissent de véritables stratégies pour bâtir une industrie financière islamique.
Des propos recueillis par Aïssatou Gueiba. Comment se porte la microfinance islamique au Sénégal? D'après les chiffres, il y a une forte demande et un taux de croissance énorme, mais des efforts doivent être faits. Un business de plus de 4 000 milliards en cours, alors que l'Afrique ne détient pas plus de 5%, regrette Mohamedou Lamine Mbacké, directeur général de l'Institut Finance Islamique. On l'écoute avec Aïssatou Gueiba. Il y a une très forte demande. Il y a un taux de croissance énorme, mais comme on l'a dit dans le discours, le potentiel est énorme parce qu'on parle d'un business de plus de 4 000 milliards et dont l'Afrique de l'Ouest ne détient que pas plus de 5%. Donc ça marche, mais il y a beaucoup à faire et il y a une très forte demande qu'il faut satisfaire. La Malaisie est citée en exemple dans ce domaine et d'ailleurs même ils font partie des invités d'honneur de ce forum. Est-ce que vous allez vous inspirer de ce modèle? Voilà, c'est exactement ça le thème. La Malaisie, c'est l'invité d'honneur. C'est l'invité d'honneur à cette expertise et à travers les ateliers qu'on va visiter, et on a eu l'honneur d'avoir le président de la Banque islamique de développement qui est intervenu et le ministre de la Malaisie des Affaires religieuses. Et l'objectif, c'est de profiter de leur expérience et de ne pas réinventer la roue et de faire profiter de nos pays qui sont membres de la Banque islamique de développement. C'est quoi la particularité? Des réactions recueillies par Aïssatou Gueiba à l'ouverture de ce forum de 2 jours, un forum qui se déroule aujourd'hui et demain à Dakar, 6e forum international sur la finance islamique. Célébration également ce 7 juin de la journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments. Le thème des aliments sains pour un avenir sain. Occasion pour parler des techniques de désinfection des aliments. L'usage du vinaigre blanc est plus recommandé que l'eau de javel pour les fruits et légumes. Voici les précisions de Djiby Samb, nutritionniste interrogé par Marie-Rosalie. Pour cette journée internationale de lutte contre l'insécurité sanitaire des aliments, je pense que c'est l'occasion nous sera permis de vraiment parler du lavage des aliments, certes les légumes et fruits, parce que c'est très important, parce que beaucoup de Sénégalais utilisent l'eau de javel comme moyen de désinfection et je pense que ce n'est pas l'idéal. Ce qui est plus qu'on sait, c'est de laver d'abord ses mains et après, avant d'utiliser le lavage des aliments, il faudra savoir que ce n'est pas l'eau de javel qu'on doit utiliser, premièrement. Bon, par exemple, on peut utiliser le vinaigre blanc, ce qui est le plus recommandé, mais en quantité pas excessive. Ça sera vraiment, si c'est 1 litre 3 à 4 gouttes, c'est largement suffisant. Et on parle de désinfection, on ne parle pas de lavage à grande eau aussi. Et ça va permettre aussi d'éliminer tout ce qui est nocif à cet aliment-là et qui pourrait poser à des infections après consommation pour cet aliment. Voilà, donc le plus important, c'est vraiment de comprendre exactement les procédés de lavage des légumes et des fruits et éviter vraiment de tremper longuement ces types d'aliments-là parce que ça peut conduire à des pertes vitamines. Parce que ce qu'il faut comprendre pour une sécurité sanitaire des aliments, il faudra vraiment respecter toutes les procédures de cuisson, premièrement, mais aussi de désinfection. Mais aussi le fait de réfrigérer, respecter ce qu'on appelle la chaîne de froid. Ça aussi c'est tellement important et c'est vraiment un élément à ne pas oublier et à prendre en compte pour une bonne utilisation et une bonne assimilation des aliments dans notre organisme. Les propos de Djiby Samb, nutritionniste, à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments, le thème des aliments sains pour un avenir sain. Affaire Saher Kébé en cassation, collectif est né pour soutenir l'étudiant accusé d'apologie du terrorisme. L'Assemblée des forces vives de Mbour se regroupe autour d'une plateforme pour interpeller l'État du Sénégal sur la situation de Saher Kébé. Il souffre de troubles psychologiques, sa mobilité est réduite depuis un récent kidnapping de 48 heures. Le gouvernement est responsable de cette situation. Selon la plateforme qui invite le procureur à s'autosaisir, Saher Kébé souffre terriblement, interné à l'hôpital. Une collecte de fonds est en cours pour soutenir la famille et assurer la prise en charge médicale. Voici les précisions de Modou Mboup, porte-parole du collectif pour le soutien de l'étudiant Saher Kébé au micro de Moustapha Sall. Considéré de constater que le parquet, dans sa volonté d'inculper Saher Kébé, a récemment envoyé le dossier en pourvoi en cassation. Comme si toute pression ne suffisait pas sur les épaules d'un jeune de son âge. Des personnes non identifiées à bord d'un véhicule 4x4 l'ont kidnappé, torturé
pendant 48 heures et l'ont relâché dans la nuit du 24 mai vers 23 heures. Ce kidnapping a occasionné des troubles psychosomatiques très inquiétants qui l'a conduit à un internement au service psychiatrique de l'hôpital de Fann. Après ce kidnapping et avant son internement, on nous signalait des problèmes de mobilité, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher. Et pas plus tard qu'hier, on nous parlait des problèmes de vision. Même sa communication est aussi très difficile. Il ne parle pas correctement. Nous ne savons pas ce qu'il a subi durant ces 48 heures de détention. C'est pourquoi nous interpellons l'opinion nationale et internationale que l'État du Sénégal sera tenu pour responsable de tout ce qui lui arrivera. Nous exigeons à ce que le procureur s'autosaisisse de l'affaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais et de sa famille sur ce kidnapping. Si rien n'est fait, nous passerons par toutes les voies légales et illégales pour mettre fin à ce dossier qui n'a pour unique but de bousiller encore une fois donc Saher Kébé, sa vie. Cette succession logique des faits troublants témoigne encore une fois de l'acharnement et de l'injustice qu'est en train de subir un innocent qui n'a rien d'un terroriste mais qui est constamment terrorisé. Cette affaire nous renseigne davantage sur l'échec lamentable de l'État du Sénégal à garantir la santé et la sécurité des populations. Nous souhaitons aux frères Mbouroua un prompt rétablissement et invitons tous les Sénégalais à apporter un soutien moral et pécuniaire à cet orphelin de mère et issu d'une famille modeste. À cet effet, une campagne de collecte de fonds a été lancée en sa faveur. Nous invitons tous les Sénégalais à y participer. 12h17 dans nos studios. Sud International. Direction le Mali. Après le coup de force du 26 mai dernier, l'ancien président qui a renversé l'ancien président de transition Bandao, le colonel Assimi Goïta, ancien chef du CNSP, auteur des coups d'État d'août 2020 et de mai dernier, confirmé aujourd'hui nouveau président de transition par la Cour constitutionnelle qui a constaté une vacance de pouvoir. Il a prêté serment ce lundi au Centre international de conférence de Bamako. Dans son allocution du jour présentée devant le futur Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le nouveau chef de l'État charge le futur gouvernement d'engager un dialogue franc avec tous les syndicats du pays pour une résolution durable des crises multiformes qui secouent le Mali. Des anciens ministres, des diplomates et d'autres personnalités ont pris part à cette cérémonie d'investiture ce matin. Nous y reviendrons avec plus de précision avec notre correspondant à Bamako, Sori Ibrahim Maïga. En Côte d'Ivoire, retour de Laurent Gbagbo, le parti au pouvoir réagit dans un communiqué, accuse les partisans de l'ancien président ivoirien de vouloir troubler l'ordre public. Les précisions de notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Dans un communiqué signé du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, le parti au pouvoir appelle ses militants à ne pas céder à la provocation, mais que l'on se garde de la goutte d'eau de trop qui pourrait faire déborder le vase. Dans ce communiqué, le porte-parole du RHDP accuse les partisans de Laurent Gbagbo de vouloir troubler l'ordre public en posant, et je cite, des actes de défiance, de provocation et de bravade contre le président de la République et son gouvernement, et d'ajouter qu'au mépris de la douleur encore vive des victimes de la crise post-électorale qui continue de réclamer à corps et à cri réparation et justice, et malgré l'interpellation publique des gardiens de notre tradition réunis au sein de la Chambre des rois et chefs traditionnels, le FPI Gore veut organiser, vaille que vaille, un accueil triomphal à M. Gbagbo. Fin des citations. Pour le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, la sagesse et la responsabilité devraient conduire Laurent Gbagbo et ses partisans à mettre de l'eau dans leur vin, car l'essentiel ici, c'est son retour apaisé et sécurisé dans un esprit de recueillement et de pardon. Il faut dire que depuis l'annonce du retour de Laurent Gbagbo, le parti au pouvoir et certains de ses militants et sympathisants affichent leur volonté de le voir rentrer en catimini en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas du goût des sympathisants de l'ancien président ivoirien. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci beaucoup Justin Assalé.
La page sport, Elhadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Adjara, ici une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec le deuxième match amical que le Sénégal doit jouer contre le Cap-Vert demain à 19h au stade Lat Dior de Thiès. Les deux coachs font face à la presse aujourd'hui à 17h après le galop d'entraînement. Toujours à propos de ce match, le directeur du stade rassure, toutes les dispositions sont prises, le stade sera mis au délestage. Nous écoutons à ce propos Iba Mar Ndiaye, le directeur du stade Lat Dior de Thiès. Toutes les dispositions ont été prises pour le déroulement du match parce qu'on a fait beaucoup d'efforts durant ces 3 mois-là pour mettre le stade aux normes. Et je pense qu'il y a des débats que les gens là soulèvent par rapport à la qualité du pelouse, par rapport à la lumière. Je pense que c'est des aléas de la compétition et que par rapport à l'objectif, c'était de jouer le match du Sénégal au niveau de Thiès, au niveau du stade Lat Dior. Moi, j'ai toujours défendu le principe de la pelouse. Pour moi, on ne peut pas jouer un match de football dans un terrain qui est, on dit, catastrophique et qu'on parvient à élaborer, qu'on parvient à mettre 4 buts dans un match. Moi, je trouve cela un peu aberrant. Alors, une coupure d'électricité a été notée samedi dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris toutes les dispositions pour éviter de pareilles situations? Ici, on a pris toutes les dispositions pour éviter de pareilles situations. Je pense que nous, on est des sportifs. Quand on inclut au niveau du règlement, sur un point du règlement, la coupure d'électricité, je sais que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Sinon, on ne va pas l'inclure au niveau du règlement du football. On dit que quand il y a une coupure d'électricité pour 45 minutes, on peut gagner un match à partir de la coupure d'électricité, on peut perdre un match de football. Donc ça dit que partout dans le monde, c'est des aléas qui arrivent. C'est comme un moteur de voiture. Donc ça dit que le groupe électrogène peut avoir une défaillance au moment même du match. Et ça a été prévu par le règlement. Parce que c'est ça qui est arrivé. Il y a le groupe qui était un peu défectueux. Je pense qu'on va essayer de régler ce problème-là. On va régler ce problème-là avant le match de demain. Et puis nous parlons de football. Cette fois-ci sur l'international pour éviter de tomber sous le coup de la sanction. La Fédération guinéenne de football sollicite l'expertise de la FIFA pour sortir de la crise. Dans un courrier adressé à la Fédération internationale, le secrétaire général de la Fédération de football sollicite de Gianni Infantino l'envoi d'un expert pour aider l'institution à se conformer au texte et réussir la tenue d'un congrès électif que la FEGI Foot peine à toujours organiser. Maurice Akoy-Kouagovi, que nous écoutons, il est avec notre correspondant sur place, Amadou Ribari. C'est notre motif d'ouverture de la Fédération de football. On a une commission électorale de recours. C'est des organes à la matière qui sont compétents. Mais au-delà, on ne peut pas prétendre connaître mieux que ceux-là qui supervisent les sélections partout au niveau de toutes les fédérations. Donc on demande leur expertise. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas. Bien au contraire, qui veut devenir grand, il faut accepter de se mettre en question. Et puis nous parlons de handball avec la CAN féminine qui débute demain. Les Lions du Sénégal sont déjà sur place. Le moral au beau fixe selon le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball, Cheikh Ndiaye, que nous écoutons, nous l'avons joint depuis Yaoundé. Cheikh Ndiaye, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball, qui nous fait le point après l'arrivée des Lions du Sénégal à Yaoundé. Nous y Cheikh Ndiaye, que nous écoutons. L'équipe est arrivée hier par rapport au Sénégal à Douala. Ensuite, ils ont pris le bus pour Yaoundé. Elle est arrivée à aux environs de 14 heures. Et dès leur arrivée, ils ont fait un test Covid et avant de regagner les chambres. L'état d'esprit est au beau fixe. Elles sont dans une bulle sanitaire et elles ne pourront sortir qu'après avoir reçu les résultats des tests Covid. Donc je disais que l'état d'esprit est au beau fixe. Donc elles sont prêtes à atteindre au moins le minimum de leurs objectifs, c'est se qualifier à la Coupe du Monde de décembre 2021 en Espagne et maintenant aller en finale et gagner la Coupe. Je rappelle que le Sénégal débute la compétition vendredi contre Madagascar. Les autres adversaires de l'Union du Sénégal sont la Guinée-Conakry et la Tunisie à Niaïs. Merci beaucoup Elhadj Malick Ndiaye. Suite